Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on lit les grands textes de la philosophie politique? Parce que, soyons clairs, il ne s'agit pas juste de tourner des pages, non, on parle de déchiffrer des esprits qui ont littéralement façonné notre monde. Et pour ça, eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs angles d'attaque. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pensez-y une seconde. Essayez de comprendre quelqu'un comme Hobbes ou Locke, c'est se plonger dans un autre univers, leur monde, leur façon de parler, les idées qu'ils prenaient pour acquises. Tout ça est à des années-lumière de nous. C'est là tout le mystère. Comment on fait pour traverser ce gouffre de 400 ans et vraiment saisir ce qu'il voulait dire? Pour commencer à percer ce mystère, il faut changer de perspective. Oublions l'image du vieux livre poussiéreux. Il faut plutôt voir ces textes comme des dossiers d'enquête, des cold cases de la pensée remplis d'indices, de contradictions et de messages cachés qui ne demandent qu'à être décryptés. Le problème, le grand piège, c'est qu'on a toujours tendance à lire le passé avec nos lunettes d'aujourd'hui. On projette nos propres soucis, nos propres débats sur ces textes anciens. Du coup, la signification originelle, ce que l'auteur voulait vraiment dire à son époque, eh bien, elle peut être complètement déformée. Le vrai défi, c'est donc d'apprendre à lire ce qui est vraiment sur la page et pas ce qu'on aimerait y trouver. Alors voici notre premier profil d'enquêteur. C'est le contextualiste. Pour lui, la clé de l'énigme, elle n'est pas que dans le livre. Elle est sur la scène du crime historique. Il est convaincu que pour comprendre les mots, il faut absolument reconstituer le monde qui les a vus naître. Au cœur de cette approche, il y a une seule question vraiment obsédante. Quelle était l'intention de l'auteur? L'historien détective se demande sans cesse, concrètement, qu'est-ce que cet auteur était en train de faire en écrivant ça? Est-ce qu'il cherchait à justifier une révolution qui venait de se passer, ou au contraire à en déclencher une? Est-ce qu'il donnait des conseils à un roi? C'est ça l'intention originelle. C'est la clé de tout. Et pour voir à quel point cette méthode peut être puissante, prenons le cas de John Locke. C'est un exemple incroyable. Pendant des siècles, tout le monde pensait que ces deux traités du gouvernement étaient une sorte de justification, écrite après coup, de la glorieuse révolution de 1688. Mais, coup de théâtre dans les années 60, un historien, Peter Laslett, va prouver que Locke a en fait écrit l'essentiel de son texte bien avant, presque 10 ans plus tôt. Et là, tout bascule. Le livre change complètement de nature. Ce n'est plus une justification, c'est un appel radical et hyper dangereux à une révolution à venir. Le contexte a absolument tout changé. Bon, changeons de profil, voici notre deuxième enquêteur, le Straussien. Lui, son intuition, c'est que les indices les plus juteux ne sont pas écrits noir sur blanc. Non, ils sont cachés, dissimulés, entre les lignes. Pour lui, c'est une certitude, les grands philosophes étaient des maîtres de l'écriture codée. Alors cette approche, on l'associe au philosophe Léo Strauss. Son point de départ est simple. La philosophie, ça a toujours été une activité à haut risque. Quand on remet en question les dogmes religieux ou le pouvoir en place, on risque gros. L'exil, la prison, voire pire. Face à ce danger, les grands esprits auraient développé ce qu'il appelle un art d'écrire. Une technique pour faire passer leurs idées les plus subversives à une petite élite de lecteurs attentifs, tout en montrant patte blanche au grand public et aux censeurs. Et pourquoi écrire comme ça en code? Il y avait plusieurs raisons. La première, évidente, c'est l'autoprotection, bien sûr, survivre. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi une sorte de responsabilité. L'idée qu'il ne faut pas jeter des vérités explosives à la figure de tout le monde, au risque de déstabiliser toute la société. Et enfin, c'était aussi une méthode d'enseignement, une façon de guider les lecteurs les plus perspicaces, de les amener à découvrir la vérité par eux-mêmes. Du coup, ce détective déchiffreur, il est toujours à la recherche de deux niveaux de lecture dans un même texte. D'un côté, il y a le message de surface, le message exotérique, c'est la version officielle. Et de l'autre, il y a le message caché, le niveau ésotérique. On le repère grâce aux contradictions, aux omissions bizarres, aux erreurs qui n'en sont pas vraiment. Et c'est justement dans la tension entre ces deux messages que se nicherait la pensée la plus profonde du philosophe. Allez, troisième et dernier profil, lui, c'est le détective du langage, le postmoderne. Et il arrive avec une idée complètement différente. Pour lui, les vrais indices ne sont ni dans ce que l'auteur voulait faire, ni dans ce qu'il aurait caché. Non. Les indices sont dans les mots eux-mêmes, dans la structure même du langage. Pour ce type de détective, l'idée de base, c'est qu'on ne maîtrise pas le langage, c'est plutôt le langage qui nous maîtrise. Chaque mot qu'on utilise, notre grammaire, nos métaphores, tout ça est déjà rempli d'histoires, de rapports de force, d'idées préconçues dont on n'a même pas conscience. Et donc, un penseur, aussi brillant soit-il, est toujours en quelque sorte le prisonnier des barreaux de sa propre langue. Et cette fameuse phrase de Nietzsche résume parfaitement cette vision des choses. La vérité, dit-il, n'est pas une découverte objective, c'est une armée mobile de métaphores.
En clair, c'est un ensemble de constructions, d'images qui, à un moment donné de l'histoire, ont gagné la guerre des idées et se sont imposées comme une évidence. Le travail du détective du langage, c'est donc de faire de l'archéologie, déterrer ces batailles de mots oubliés. Un exemple concret, le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Le détective du langage, lui, il appuie sur pause et il dit « attendez une seconde ». La phrase « je pense » suppose déjà qu'il y a un « je » qui est là, avant, et qui produit l'action de penser. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? En fait, c'est la grammaire, l'habitude de notre langue, qui a déjà fait la moitié du boulot philosophique pour Descartes. Et c'est ça que cette approche révèle, comment le langage lui-même dessine les limites de ce qu'on peut penser. Bon, on a nos trois suspects. Nos trois détectives. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que tout ça s'articule? Mettons-les au défi sur une même affaire, pour voir comment leurs méthodes diffèrent en pratique. Voilà, en résumé, le tableau de bord de notre enquête. On a l'historien qui se demande qu'est-ce que l'auteur était en train de faire. On a le déchiffreur qui demande qu'est-ce que l'auteur est en train de cacher. Et enfin, le détective du langage qui s'interroge comment le langage lui-même est en train de penser. 3 questions, 3 méthodes, et au final, 3 chemins bien distincts pour approcher un texte. Prenons un cas d'école, le Léviathan de Hobbes. L'historien y verrait une arme, une intervention directe dans le chaos de la guerre civile anglaise. Le déchiffreur, le nez dans le texte, se demanderait si toutes les références à Dieu ne sont pas qu'un écran de fumée pour cacher un athéisme radical. Et le détective du langage, lui, se focaliserait sur la métaphore centrale, l'État comme un grand corps humain. Il montrerait comment cette seule image structure toute la pensée de Hobbes sur la souveraineté. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de passe-partout, pas de clé magique qui ouvre tous les textes. Aucune de ces méthodes n'a le monopole de la vérité. En fait, il faut les voir comme des outils dans une boîte. La vraie intelligence de lecture, ce n'est pas de choisir son camp une bonne fois pour toutes, mais de savoir utiliser le bon outil au bon moment pour éclairer les différentes facettes d'une œuvre. Du coup, la prochaine fois qu'on se retrouve face à un de ces textes monumentaux, la question reste ouverte. Quel détective choisira-t-on d'être? L'historien qui reconstitue le passé? Le déchiffreur qui traque les secrets? Ou l'analyste du langage qui déconstruit les mots? L'enquête, finalement, ne fait que commencer.